allons commencer tout de suite cette dernière séance de la matinée qui appelle pour la première conférence le professeur Béatrice Walter, service de prothèse de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Béatrice comme Corinne ont eu la gentillesse d'écourter un petit peu sur notre demande leur intervention. Béatrice, c'est à toi. Bien. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers confrères. Je vais vous parler de prothèses fixées sur un plan pour prendre un petit peu la suite de ce que vous a montré le docteur Boukari ce matin. Et il est vrai que depuis que l'implantologie existe et est rentrée dans notre activité, j'allais dire quasi journalière, elle a révolutionné notre façon de réhabiliter les bouches de nos patients quand ils viennent avec des secteurs édentés, fussent-ils de petite étendue, de moyenne ou de plus grande étendue. Alors si c'est pour très brièvement fixer les objectifs de la prothèse fixée sur un plan, il s'agit bien évidemment, dans la mesure où on est en présence d'un secteur édenté qui est bordé de dents adjacentes qui sont intactes, on souhaite toujours ne pas toucher à l'intégrité de ces dents. Cette solution nous est offerte par l'implantologie et il s'agit surtout aussi, dans la mesure où ces dents sont faites pour se supporter toutes seules et ne sont pas faites pour supporter encore des contraintes occasionnées par des éléments d'une prothèse plurale. Voilà donc fixer globalement les objectifs de cette prothèse fixée sur un plan. Alors on souhaiterait bien évidemment, dans tous les cas, dans la mesure où un patient vient se présenter avec un secteur édenté comme celui-ci, des dents intactes, un site comme ici très favorable à la pose d'un implant, étant donné que le site, autant d'un point de vue osseux qu'un d'un point de vue gingival, était un site tout à fait idéal, on ne devrait plus envisager à ce jour la réalisation d'une prothèse plurale, fût-elle céramo-céramique, pour remplacer la dent manquante. Pourquoi? Parce que quel que soit le type de prothèse plurale qu'on souhaiterait utiliser pour remplacer la dent manquante, eh bien on n'irait jamais reconstituer une dent avec une prothèse telle qu'elle était cette dent dans sa situation originelle. Alors la prothèse sur un plan, ici, une situation relativement simple, qui présente néanmoins toujours un certain nombre de difficultés étant donné qu'il s'agit d'un secteur esthétique qui demande bien évidemment beaucoup de soins, tant au niveau de la qualité de la couronne qu'au niveau évidemment de la pose de l'implant et donc de la préservation de la structure gingivale périphérique. Eh bien, dans cette situation-là, on souhaiterait toujours poser un implant, visser sur cet implant un moignon, donc un pilier implantaire, et ensuite pouvoir sceller une couronne qui nous permette de retrouver dans un site, fût-il petit, dans un secteur antérieur, une situation qui donne toute satisfaction aux patients sur le plan de l'esthétique, sur le plan de la fonction et bien évidemment au niveau de l'intégration tissulaire de l'implant. Parce que l'intégration tissulaire de l'implant, et vous avez vu ça avec le docteur Boukari ce matin, il est très important de considérer le site osseux, de considérer évidemment le site gingival, pour que la couronne prothétique, une fois posée sur l'implant, eh bien, nous donne l'impression que l'on se trouve dans une situation de dents presque naturelle. Les situations d'édentement sont fréquentes. Je ne peux évidemment pas tous les montrer, j'en ai choisi quelques-uns. Ils sont très fréquents, qu'il s'agisse de secteurs antérieurs, comme ici, un patient qui a perdu son incisive centrale par traumatisme, ou encore celui-ci qui l'a perdu dans une situation déjà beaucoup plus antérieure. Et quand il s'agit de patients comme ceux-ci qui viennent nous consulter et nous demander de réhabiliter ces secteurs édentés, eh bien je crois que le réflexe aujourd'hui est de dire on va tout faire pour pouvoir poser un implant et en aucun cas on ne va plus choisir de préparer des dents adjacentes intactes pour faire de la prothèse plurale et donc de prendre appui sur ces dents pour remplacer la dent manquante. Dans ce cas, bien évidemment, quand il s'agit de faire l'examen clinique d'un tel patient,
le premier réflexe que nous avons aussi dans un secteur antérieur, donc dans un secteur esthétique par excellence, de faire sourire le patient. Très souvent, il se demande, mais enfin, qu'est-ce qu'on va encore me demander de faire chez le dentiste? Eh bien, lui, le sourire est toujours quelque chose de très important, étant donné que la situation de la lèvre est quelque chose d'essentiel dans la mesure où, effectivement, on va prendre l'initiative de poser un implant, étant donné que l'émergence ultérieure de la couronne sur implant doit nous donner un effet esthétique optimal. Considérant ce cas-là, nous constatons que l'espace mésiodistal est beaucoup plus important que la valeur de la dent naturelle contralatérale. Et ce vous l'avez certainement deviné, chez ce patient, il présentait un diastème, donc avant la perte de son implant. La réalisation d'une prothèse plurale nous poserait beaucoup de problèmes et nous donnerait un résultat qui est très inesthétique, étant donné que le fait de remplacer cette dent par une prothèse plurale, donc par un pont tout simplement, eh bien nous aurait obligé à faire une incisive qui est beaucoup trop large. L'implantologie nous donne une solution tout à fait formidable, étant donné qu'elle nous permettra de poser l'implant dans le site qui est destiné à la future couronne, et donc de respecter non seulement l'agencement des dents, mais de respecter l'esthétique et surtout de respecter la future morphologie de cette incisive centrale. Donc la situation est la même ici. Nous voyons qu'il y a un petit effondrement vestibulaire qui était dû certainement à une forme infectieuse, et je pense que ce patient, autant qu'il n'a pu nous expliquer, avait une couronne sur son incisive latérale, qu'il a perdue, et cette couronne sur l'incisive latérale avait occasionné une fracture radiculaire, et la fracture radiculaire, très souvent, occasionne aussi une petite perte osseuse vestibulaire, perte osseuse qui, à l'heure actuelle, est comblée très facilement, et là aussi, les implantologistes ont toute forme de solution de façon à faire en sorte que ces sites deviennent des sites tout à fait propices à la pose d'un implant. Un autre cas, cela aussi, ce sont des cas qui sont très fréquents, des patients qui viennent consulter, déjà quand ils sont jeunes, il faut d'ailleurs les prendre en charge très souvent précocement, avec des agénésies d'incisive latérale. Ce sont des cas très fréquents et qui se prêtent d'ailleurs à cette solution de prothèse sur implant, étant donné que là aussi, toucher à des dents intactes est devenu aujourd'hui quelque chose qui nous semble quasiment interdit. Voilà. Alors dans le secteur postérieur, les indications, évidemment, elles sont tout autant nombreuses. Quelques cas tout à fait, je dirais, presque quotidiens. Ce sont tous des cas d'échec de prothèse plurale, étant donné que, vous le voyez, sur les dents postérieures, il y avait déjà des restaurations. Ces restaurations n'étaient pas des couronnes unitaires au départ, il s'agissait de piliers, de ponts, et dans tous ces cas, il y a eu extraction d'un pilier de prémolaire, c'est-à-dire une prémolaire fracturée au bout d'un certain temps. Et vous savez que les prémolaires sont des dents éminemment fragiles et très souvent dépulpées et reconstituées, eh bien il arrive qu'elles se fracturent. Et alors quand le patient vient consulter, eh bien qu'allons-nous lui proposer? Un pont qui va prendre appui sur une dent qui est déjà fragile et une dent naturelle intacte. Et je crois que là aussi, ce sont des sites et des secteurs qui se prêtent de façon idéale à la solution implantaire. Alors bien évidemment, ils se prêtent de façon idéale à la solution implantaire, encore faut-il savoir si les implants dans ces sites sont possibles. Alors là aussi, tous les examens, et on va en parler très rapidement, tous les examens devront être envisagés pour se rendre compte effectivement si le volume osseux permet la pose d'un implant dans des conditions tout à fait optimales. Voilà une patiente qui s'est présentée à nous. Elle portait une prothèse quasi complète sur des attachements qui avaient été réalisés il y a très très longtemps. Et cette patiente, non seulement, non pas que sa prothèse ne lui donne plus satisfaction, mais elle est simplement venue nous demander s'il y avait, à l'heure actuelle, étant donné qu'elle a entendu parler d'un plan, une solution qui permettrait de réhabiliter ce maxillaire avec une prothèse fixée autre qu'avec de réhabiliter de nouveau son maxillaire avec une nouvelle prothèse amovible. Alors, évidemment, il y a des indications, elles sont très nombreuses, et comme dit la chirurgie, grâce au comblement osseux, grâce aux greffes osseuses, permet de trouver des solutions. Je ne vais pas dire dans tous les cas, mais presque dans tous les cas, il y a eu énormément de progrès
pour rendre les sites favorables à la pose d'implants. Il existe néanmoins, bien sûr, ces cas ne sont pas très fréquents, néanmoins, lorsqu'ils existent, il ne faut jamais tenter, et ça de toute façon, tout chirurgien vous le dira, il ne faut jamais tenter de vouloir faire quoi que ce soit dans un site comme celui-ci, et qui, vous l'avez deviné, ce sont des fentes palatines. Et quand on a des édentements unitaires au-dessus d'une fente palatine, il faut dans tous ces cas envisager une solution prothétique autre que de la prothèse sur implant. Et là, en général, nous utilisons de la prothèse collée sur les faces palatines. Alors, comme dit, quand le patient vient consulter pour de la prothèse sur implant, quelle que soit d'ailleurs le prothèse qui vient consulter pour réhabiliter sa bouche, vous savez que dans tous les examens préliminaires, alors ici, examen préimplantaire, évidemment, surtout s'il s'agit d'un site qui voudrait peut-être vouloir être réhabilité par de la prothèse sur implant, l'examen clinique est bien entendu primordial. Il y a évidemment, comme dans tout examen chez patient que vous allez voir pour la première fois, il y a l'anamnèse, vous allez lui faire un questionnaire de santé, vous allez lui faire un interrogatoire de tous ses antécédents sur le plan bucco-dentaire, sur ses antécédents médicaux. Je n'insisterai pas là-dessus. Donc c'est un examen, donc un interrogatoire tout à fait conventionnel et un examen clinique qui se veut effectivement également conventionnel, mais pour lequel on va évidemment apporter un tout petit peu plus d'attention sur le site qui est peut-être destiné à être implanté, à savoir, regarder la largeur de la crête, là évidemment, elle nous semble déjà idéale, sans pour autant avoir approfondi nos examens, de se rendre compte de la qualité de la muqueuse. Oui. 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 Excusez-moi, je suis obligée de vous interrompre parce qu'il y a un véhicule 206 et un autre, une Polo. La personne, la propriétaire est obligée de sortir tout de suite, qu'elle bloque le passage. S'il vous plaît, si elle est parmi nous, elle doit sortir, une 206 et une Polo. Voilà, donc notre examen clinique sur site, donc considérer déjà la largeur de la crête, la profondeur du vestibule. Évidemment, on ne va pas limiter notre examen clinique au site, mais à toute la cavité buccale, donc dent par dent. Donc l'examen clinique tout à fait conventionnel que nous faisons chez chaque patient, avec évidemment un sondage, avec une observation au niveau de chaque dent, avec un examen fonctionnel. Donc l'examen tout à fait conventionnel. Ce qui est très important, et là aussi, je crois que quel que soit le cas de figure, à partir du moment où un patient vient pour se faire soigner, le contrôle de plaque est quelque chose d'essentiel. Et si le contrôle de plaque chez un patient, dans un premier temps, qui souhaite peut-être se faire poser des implants, eh bien, je trouve qu'on a l'obligation de lui dire que quel que soit le cas de figure et quel que soit d'ailleurs le type de prothèse qu'on souhaiterait installer dans sa bouche, le contrôle de plaque est quelque chose d'essentiel. Donc la motivation du patient doit être optimale, car si la motivation du patient n'y est pas, je crois que nous ne pouvons pas lui proposer de prothèse sur implant qui serait peut-être vouée à échec si l'hygiène du patient n'est pas suivie. Alors, l'examen clinique, l'examen radiologique, là, une radio du site, bien évidemment, dans la mesure où on veut poser des implants, même si le site est localisé, nous allons, quel que soit le cas de figure, faire une radio systématique de toute la bouche, donc une radio sous forme d'orthopantomogramme. Cette radio d'orthopantomogramme nous permettra de faire un débrouillage et nous permettra aussi de se rendre compte de tous les sites anatomiques qui nous posent parfois problème. Les modèles d'études, là aussi, essentiels. Quel que soit d'ailleurs le type de prothèse que nous allons réaliser, le modèle d'étude est systématique. Un modèle d'étude que là aussi, ciblé sur le secteur édenté, et qu'allons-nous observer au niveau de ce site édenté? Sur le modèle, bien évidemment, la morphologie de la crête, comme nous avons déjà pu le voir en bouche, bien évidemment aussi la hauteur prothétique disponible, c'est-à-dire que la place qui nous est réservée, qui est disponible pour les futures couronnes, parce que le fait de vouloir poser une prothèse ne peut s'envisager qu'à partir du moment où le site est également prothétiquement favorable. Donc les modèles d'études nous permettent d'une part de contrôler tout ce qu'on ne peut pas toujours encore aller voir dans la bouche du patient et nous permet surtout beaucoup de réflexion quand le patient n'est plus sur le fauteuil. Donc modèle d'études toujours systématique, quel que soit le type de prothèse que nous envisageons.
Alors, parmi les examens complémentaires, je l'y ai mis un petit peu sous cette forme, examen complémentaire, encore que, est-ce que c'est vraiment un examen? Un workshop, ou alors encore un montage directeur avec des dents prothétiques. Là aussi, l'implantologie n'a de valeur que par la prothèse qu'on va pouvoir poser sur ces implants. Donc, si nous souhaitons poser des prothèses sur ces implants, encore faut-il savoir si cette prothèse est possible et si on va pouvoir donner à cette prothèse une morphologie qui se veut la meilleure, d'une part par rapport à son émergence au niveau du site, donc par rapport à son émergence gingivale, mais aussi au niveau de sa morphologie et aussi surtout par rapport au respect du couloir prothétique. Ce couloir prothétique qui est déterminé par les faces vestibulaires et par les faces palatines des dents au maxillaire, évidemment vestibulaire et lingual à la mandibule. Donc tout ceci nous est donné par le workshop, et si on se rend compte que cet espace n'est pas suffisant ou est trop large pour poser peut-être un ou deux implants, donc là aussi ce sont des examens qui sont des examens complémentaires très importants à faire avant d'envisager seulement la pose d'un implant. Il faut dans tous les cas, se rendre compte si la prothèse sur l'implant est possible. Et si la prothèse sur implant n'est pas possible et ne permet pas de donner à la future couronne une morphologie telle qu'on la souhaiterait dans ce site, il faut envisager peut-être une situation préimplantaire d'orthodontie. Si l'espace n'est pas suffisamment large, on va l'ouvrir. Si l'espace est trop large, peut-être le réduire, ou alors envisager les choses différemment. Mais dans tout le cas de figure, on n'envisage pas de la prothèse fixée sur un plan avant d'avoir visualisé sur un modèle ce que la prothèse va pouvoir nous donner. À partir de là, dans la mesure où effectivement on souhaite implanter des patients qui présentent des édentements beaucoup plus importants, on est obligé parfois de passer par des examens complémentaires, et là aussi je n'insisterai pas davantage, mais le fait de faire un montage directeur, et donc là on peut imaginer donc des dents prothétiques montées sur une plaque de cire, à partir de ces montages directeurs, les laboratoires vont nous réaliser une espèce de petite gouttière qui est une copie conforme d'un montage directeur idéal et qui va nous servir de guide radiologique et pour nous permettre des examens complémentaires qui très souvent sont des examens radiologiques de type scanner. Alors je crois que si on veut parler de prothèse fixée sur un plan, il n'y a rien de plus didactique que de vous montrer des cas cliniques, étant donné que la prothèse sur un plan passe avant tout par des cas cliniques et par l'utilisation de la prothèse dans la bouche du patient. Un cas simple d'édentement unitaire, ce sont certainement les cas les plus fréquents. Un jeune homme d'une trentaine d'années chez qui on avait réhabilité une cyste mandibulaire avec une couronne et malheureusement la racine mésiale chez ce patient s'était fracturée. C'est un patient qui avait été soigné par un confrère et le confrère, pour remplacer cette demi-dent, donc cette partie mésiale absente, lui a proposé la réalisation d'une couronne sur cette partie distale qu'il avait pu conserver et de rajouter sur cette partie distale un petit élément intermédiaire. Alors, était-ce la solution idéale? Je ne pense pas. Quand on voit à quel point cette racine distale est fragile et vu l'importance du tenon, eh bien, je crois que si cette solution avait été adoptée par le praticien, eh bien, très rapidement, on aurait eu échec de ce type de prothèse et échec par fracture. Cette racine est beaucoup trop fragile pour supporter, elle se supporterait peut-être toute seule, mais pas encore avec un élément en extension. Alors là aussi, la solution la plus sage aura été d'extraire cette racine, d'attendre un temps de cicatrisation, et là aussi, donc on n'a pas fait appel à l'implantation immédiate, étant donné que la partie était trop distale, et là aussi, le docteur Boukari, étant donné que moi-même je ne pose pas mes implants, je fais toute ma prothèse, mais je ne pose pas les implants, et très souvent les implants sont posés par le docteur Boukari. Donc on a pu mettre dans ce site un implant de gros calibre, étant donné qu'il s'agit d'un secteur molaire. Donc là aussi, on souhaite toujours restaurer avec les moyens qui vont le plus vers ce qu'était la situation initiale. Et donc dans la mesure où le site le permettait, tant au niveau de la largeur de la crête qu'au niveau de la hauteur osseuse, un implant du type Straumann a pu être utilisé, et je dis gros implant étant donné que son émergence au niveau gingival est de l'ordre de 6,5 mm. Donc voilà la situation telle qu'elle nous revient.
après le temps d'ostéo-intégration qui, avec les nouveaux états de surface, devient de plus en plus court. Donc après une période d'environ 6 semaines, le patient nous revient comme ceci. Alors là, vous voyez que le contrôle de plaque est absolument idéal. Hein. Donc le patient est très très conscient de ce qu'on va lui faire. Je crois qu'il en était déjà très conscient avant, étant donné qu'il a une bouche qui présente très peu de dents restaurées, beaucoup de dents intactes. Et à partir de là, on va pouvoir envisager la prothèse sur implant. Alors c'est une prothèse sur implant que je vous dis est relativement simple, mais même si elle est simple, je crois qu'elle doit être conçue toujours avec énormément de rigueur. Elle est simple étant donné que c'est relativement facile, et je crois qu'on peut dire que c'est presque beaucoup plus facile de réhabiliter un implant qu'une racine pour laquelle il faut faire des empreintes, mettre des fils, d'abord préparer la dent. La seule chose, c'est que la rigueur en implantologie, que ce soit en implantologie chirurgicale ou en prothèse sur implant, la rigueur est de mise, comme d'ailleurs dans toutes les disciplines, dans la mesure où on veut restaurer les dents. Alors, à partir du moment où le patient nous arrive comme ceci, l'implant, nous allons déposer, bien entendu, la vis de cicatrisation. Et qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons tout simplement choisir un moignon. Alors là, nous n'avons plus à préparer des moignons, nous allons choisir un moignon, étant donné que dans ce cas, nous allons pouvoir choisir un moignon qui est tout à fait standard, étant donné que le cycle est tout à fait idéal, l'implant est posé parfaitement dans l'axe, et surtout par rapport à l'arcade antagoniste, nous avons un espace prothétique disponible qui nous permet d'utiliser ce type de moignon, donc qui est un moignon usiné, standardisé, et ce moignon, qui est un moignon tout simplement vissé dans l'implant, va nous permettre d'entamer tout de suite la première phase de prothèse sur implant. Alors ce moignon est vissé par sa face occlusale et vous observerez que sur ce moignon nous avons un méplat. À quoi va nous servir ce méplat? Et bien, ce méplat va nous servir tout simplement à favoriser la prise d'empreinte et donc à favoriser ultérieurement la pose de la prothèse sur cet implant. Alors je vous ai dit standardisé, oui, hein, quand il s'agit de faire de la prothèse sur implant, nous avons à notre disposition un certain matériel. Pour ici, dans ce cas simple, nous allons utiliser une coiffe d'empreinte, nous allons utiliser un cylindre de positionnement, c'est-à-dire que quand on fait de la prothèse sur implant, on ne va pas faire l'empreinte du moignon, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de positionner un implant par rapport aux dents adjacentes. Donc on positionne, mais on ne fait pas d'empreinte. Néanmoins, l'empreinte reste toujours le terme adéquat, étant donné qu'on passe d'une situation en bouche à une situation qui ensuite va être une situation au laboratoire. Alors, cylindre de positionnement, une coiffe, donc une coiffe d'empreinte et un analogue d'implant. Un analogue d'implant ou encore un implant de manipulation que vous voyez a exactement la même morphologie que le moignon qui a été vissé sur l'implant. Et c'est le moignon sur lequel va travailler le prothésiste pour réaliser la prothèse. Alors l'empreinte, c'est vraiment quelque chose de très très facile. Hein. Je vous dis, ça n'a plus rien à voir avec la pose de fil, qui, je crois, embête un tout petit peu tout le monde. Alors, il suffit de mettre en place cette coiffe. Alors là aussi, quelque chose de très très important. Si on veut utiliser dans les meilleures conditions ces matériels pour faire les empreintes, il faut évidemment que l'implant soit posé dans une position optimale. Position optimale qui nous permettent d'utiliser ce matériel pour qu'il ne vienne jamais en contact avec les dents adjacentes. Donc il ne s'agissait pas dans ce cas de poser l'implant trop distalement ou trop mésialement. Ce matériel n'aurait pas pu être utilisé. Donc pouvoir utiliser le matériel pour faire les implants sous-entend évidemment que l'implantologiste avant aura pensé de façon optimale le cycle pour son implant de façon à ce que la prothèse soit possible. Si la prothèse sur implant n'est pas possible, il ne s'agit pas de poser un implant pour ensuite ne pas pouvoir l'utiliser de façon idéale, pour que fonctionnellement, esthétiquement et surtout au niveau biologique, c'est-à-dire au niveau de l'intégration titulaire, on soit dans les meilleures conditions. Alors, mise en place de la coiffe d'empreinte, mise en place du cylindre de positionnement, et ce cylindre de positionnement, il va trouver sa position dans la coiffe d'empreinte grâce au méplat qui existe sur le moignon. À partir de là, on contrôle simplement que les pièces sont bien en place l'une par rapport à l'autre. Il n'y a pas de vide entre la coiffe d'empreinte et le cylindre. Et nous utilisons, tout comme en prothèse fixe et conventionnelle, des silicones avec la technique du double mélange, avec un porte-empreinte bien évidemment. Et voilà ce que nous obtenons.
Et alors à partir de là, eh bien, le prothésiste va pouvoir placer son analogue d'implant ou alors encore ou l'implant de manipulation de façon à obtenir un modèle. Alors là, on rentre dans la prothèse fixe, c'est tout à fait conventionnel, sur lequel il va pouvoir réaliser l'armature. Une armature, tout comme sur une autre couronne. La seule différence, c'est qu'au niveau, évidemment, de ses limites cervicales, cette couronne est parfaitement standardisée, parce que le prothésiste, là aussi, dispose d'un certain nombre d'éléments dont j'aurai l'occasion de vous parler pour le cas suivant. La réalisation de l'armature, cette armature qui est systématiquement essayée en bouche, et là, je crois qu'il ne faut pas brûler les étapes. On a besoin de savoir si l'armature va bien pour ensuite demander au prothésiste de réaliser la céramique. Et si l'armature, à un moment donné, pose un problème, je crois qu'il faut recommencer l'empreinte, ou alors le prothésiste va recommencer son travail, mais on ne va jamais plus loin. Si l'armature ne va pas, on arrête là le travail et on reprend avant de passer à la céramique. Parce que s'il y a le moindre souci, il faut pouvoir ici contrôler l'adaptation au niveau du joint implant-moignon, pouvoir contrôler la couronne de façon à obtenir ici quelque chose de très très précis. Et si ce joint n'est pas suffisamment précis, si ça baille, s'il y a un endroit, il permet le passage d'une sonde, ce joint va rester ouvert, va devenir irritant. Irritant, pourquoi? Parce que d'une part, il est ouvert, donc la gencive va être en contact avec quelque chose qui n'est pas en parfaite continuité, et surtout, il va permettre à ce niveau-là l'accumulation de plaques bactériennes, cette plaque bactérienne qui va risquer d'occasionner de l'inflammation, et s'il y a de l'inflammation autour d'un implant, eh bien, on sait que cet implant peut être voué à échec. Donc, l'essayage de l'armature doit être quelque chose de systématique, le contrôle, évidemment, au niveau de sa limite, le plus important, contrôler néanmoins si nous avons la place disponible au niveau occlusal pour que le prothésiste puisse réaliser sa céramique dans les meilleures conditions. Et lorsque tous ces critères sont remplis, eh bien voilà, nous pourrons sceller la couronne sur le moignon, et systématiquement, après le scellement d'une couronne, nous faisons une radio, la radio peut même parfois déjà se faire avant, pour contrôler si ce joint est bon. Si le joint n'est pas bon, eh ben, je crois qu'il y a un problème, il faut reprendre. On ne va jamais laisser une couronne avec un joint qui n'est pas suffisant ou qui est insatisfaisant. Alors vous voyez que la réhabilitation dans un secteur postérieur ne présente pas beaucoup de difficultés. Dans un secteur antérieur, et comme on le sait, donc le facteur esthétique est encore un facteur qui va rajouter de la complexité à nos traitements, une certaine complexité, mais dans la mesure où les implants sont bien posés, et c'est comme ceci d'ailleurs que moi je reçois les patients à partir du moment où le contrôle implantaire a été fait et on me dit l'implant est bon, on va pouvoir l'utiliser pour la réalisation de la prothèse. Si l'implant est bien posé, eh bien, je vous dis que la prothèse sur implant est quelque chose de relativement simple. Donc tout le travail de prothèse sur implant se fait déjà avant de penser prothèse, se fait au moment de l'orientation, donc au moment où on pense la prothèse, au moment où on pense le site où l'implant va pouvoir être posé, de façon à ce qu'à partir du moment où la prothèse doit être envisagée, on peut l'envisager dans une situation optimale. Vous voyez ici que l'implant, là, il s'agit d'un implant Freehalik 2, a été posé de façon relativement profonde, étant donné qu'il s'agit d'un cas d'agénésie. Et dans les cas d'agénésie, on le sait très bien que l'os en général est peu épais. Il faut très souvent il faut être vigilant déjà par rapport au site, préparer le site de façon à déjà ce que l'implant soit possible. Et à partir du moment où l'implant est posé, la prothèse peut s'envisager. On doit bien évidemment toujours être face à un patient chez qui le contrôle de plaque est optimal, et chez qui aussi la gencive va présenter cette forme de papille qui est un élément esthétique primordial dans un secteur antérieur. Alors là aussi, la réhabilitation prothétique au niveau de ces deux implants va se faire de façon relativement simple. Toujours la même chose, il suffit d'utiliser donc les moyens qui nous sont mis à disposition par les fabricants, donc des moyens d'empreinte qui sont standardisés. Là, il s'agit d'implants qui ont un diamètre de 3,4 mm, donc vous voyez que ça n'est pas très important, étant donné que le site osseux était relativement faible, relativement réduit. Un petit chapeau qui va nous permettre, qui va nous servir de transfert et qui va rester dans l'empreinte au moment où on retire celle-ci. Les moyens d'empreinte sont ensuite dévissés.
Ils sont revissés sur les analogues d'implant, donc on retrouve toujours cette même situation, analogue d'implant, moignon d'empreinte, ou alors autre solution pour la prise d'empreinte. Ces moignons d'empreinte munis de leurs analogues d'implant sont positionnés dans le modèle. Ce n'est pas quelque chose de très difficile, il faut néanmoins toujours faire très attention à ce que les positions soient justes. Parce qu'on a vite fait de mal positionner, bien que tous les moyens nous permettent de bien faire, mais parfois on peut se tromper avec l'élasticité du silicone, et si on positionne mal ce moignon d'empreinte dans l'empreinte, eh bien notre modèle sera faux et on ne pourra pas mettre en place notre couronne sur un plan. Donc ce sont toujours des moments qui sont certes simples, mais qui demandent toujours beaucoup d'attention et beaucoup de rigueur, de façon à ce que le positionnement soit tout à fait parfait. Alors, là aussi, le choix des piliers. Donc, vous avez vu que l'orientation des moignons d'empreinte était très vestibulaire. Nous avons donc à notre disposition, pour corriger cette forte angulation qui est évidemment demandée par le site osseux, nous avons à notre disposition des moignons, qui ici sont des moignons qui ont déjà été retouchés par le prothésiste. Ce sont des moignons qui étaient angulés à 15 degrés, étant donné qu'il faut ramener le moignon dans l'arcade. Ces moignons retouchés par le prothésiste, sur lequel le prothésiste va nous réaliser des couronnes provisoires. Parce que là aussi, les couronnes provisoires sont quelque chose d'essentiel, quel que soit le site d'ailleurs, il faut toujours faire appel à une technique provisoire, étant donné que notre patient ne va jamais se promener dans la rue ou même ailleurs sans prothèse. Et avant les implants, bien évidemment, on lui aura fait une petite prothèse amovible avec tout simplement 2 dents. Et vous voyez que chez ce patient, il y a encore un petit traitement orthodontique à la mandibule. Alors les provisoires, les provisoires, elles vont rester en place jusqu'à ce que la maturation gingivale soit totale, et on envisage de faire la prothèse définitive, donc la prothèse céramo-céramique ou céramo-métallique, qu'à partir du moment où la gencive est parfaitement mature, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement rose, qu'elle est parfaitement saine. Donc on attend une cicatrisation optimale, on attend que ces papilles se restructurent, et à partir du moment où ces papilles sont totalement restructurées, on envisage la prothèse définitive. Pour la prothèse définitive, l'empreinte sera de nouveau la même que celle qu'on a utilisée pour la réalisation des couronnes provisoires. Le prothésiste, lui, va travailler de la même façon qu'il va travailler sur un modèle pour prothèse conventionnelle. Il va réaliser les armatures, il va céramiser, et voilà donc les couronnes définitives scellées. Donc c'est une situation qui est déjà tout à fait favorable et qui va encore s'améliorer une fois que les couronnes sont en place. Donc la situation radiographique nous permet effectivement d'observer que la couronne sur implant adapte parfaitement à cet implant, chose essentielle pour assurer la pérennité. Alors, on me demande de me presser un tout petit peu. Dans un secteur postérieur, là aussi, c'est un cas que je vous ai montré précédemment. Voilà la racine qui s'est fracturée. Là aussi, on n'envisagerait plus de faire de la prothèse pleurale, mais on envisage de faire de la prothèse sur implant. 2 implants ont pu être posés, là aussi, des implants Straumann, qui sont d'un diamètre de 4,1 et de 4,5 au niveau de leur émergence. Et on se retrouve toujours dans le même contexte. On va choisir des piliers. Le choix des piliers va se faire en fonction des dents antagonistes. Il va se faire aussi en fonction de l'orientation des implants, de façon à pouvoir ensuite, avec notre prothèse, respecter le couloir prothétique. Mise en place des différents éléments pour faire la prothèse. Donc on se retrouve toujours dans une situation qui est relativement simple. On passe par les couronnes provisoires, étant donné que, évidemment, le patient doit pouvoir manger. On attend la maturation gingivale. On observe le respect des embrasures, qui doit toujours être suffisant de façon à permettre le passage d'une petite brossette interdentaire. Il faut toujours permettre au patient de faire un contrôle de plaque qui est tout à fait idéal. Et voilà, les couronnes céramo-métalliques qui sont scellées et qui permettent effectivement de réhabiliter ce secteur sans pour autant qu'on ait eu à prendre appui sur les dents adjacentes. Et voilà donc le cas. Je vais passer très vite, mais bon, je pense que vu que le temps est un tout petit peu plus court, la patiente que je vous ai montrée précédemment avec
ses attachements au maxillaire et qui souhaitait remplacer cette prothèse par une prothèse amovible. Donc là aussi, tous les examens préimplantaires vont être faits, c'est-à-dire préparation des modèles, essayage en bouche d'un montage directeur, guide radiologique, de façon à ce que nous puissions, et dans ce cas, il était nécessaire d'aller voir un petit peu ce qui se passait au niveau du sinus du côté droit. Des implants ont pu être posés en respectant bien évidemment le couloir prothétique, où nous savions déjà que c'était possible parce que l'examen scanner nous l'avait montré. Nous savions aussi que c'était possible étant donné que nous avions fait un montage directeur. Et voilà donc la phase pendant laquelle les implants sociaux intègrent. La patiente porte une prothèse provisoire. Cette provisoire qui est rebasée avec une résine qui est relativement molle, de façon à ne pas traumatiser la situation sous-jacente. Et à la mandibule, de la même façon qu'au maxillaire, 2 implants ont pu être posés. Et au maxillaire, donc cette patiente a pu bénéficier d'une prothèse fixée. Donc on va en voir très rapidement l'élaboration et surtout les prises d'empreintes. S'agissant du maxillaire, autant précédemment, nous étions dans des secteurs intercalaires relativement courts. S'agissant du maxillaire, nous n'avons aucun élément qui nous permette de choisir les moignons. Donc, dans ce cas, nous allons prendre une empreinte, nous n'allons pas situer les moignons comme précédemment, nous allons utiliser un système d'empreinte qui est différent, c'est-à-dire que nous utilisons des transferts d'empreintes qui sont vissés dans les implants, et à partir du moment où l'empreinte est faite, sur le modèle de travail, le prothésiste, donc l'empreinte, avec un porte-empreinte individuel, les analogues d'implants, donc on revient toujours globalement à la même chose, et ce n'est que sur le modèle que le prothésiste va pouvoir choisir ultérieurement donc ses moignons, ses piliers, ou alors comme ici, on va utiliser pour la réalisation de la prothèse provisoire un système qui est transvissé, donc les provisoires sont transvissés sur les implants, le prothésiste dispose de petits fûts, voilà, des fûts qui sont transvissés, qui ensuite sont recouverts de résine. Et cette situation provisoire va effectivement permettre de réhabiliter le patient pendant toute la phase où effectivement on attend la maturation de la gencive. Donc d'une part maturation de la gencive et surtout apport fonctionnel évident, la patiente retrouve son sourire, non seulement qu'elle l'avait perdu, mais elle préfère ce sourire à celui qu'elle avait précédemment. Donc, prothèse fixée céramo-métallique, donc la prise d'empreinte à partir du moment où on veut passer à la situation de prothèse définitive, on utilise de nouveau la même forme de prise d'empreinte, étant donné que dans ce cas, nous n'avons pas de moignons, les provisoires étaient transvissés dans les implants, donc même empreinte, à la seule différence qu'on emprunte aussi ces 2 dents naturelles que la patiente souhaitait conserver, empreinte à la mandibule, mise en place donc des analogues d'implants, choix des moignons, le choix des moignons, soit nous le faisons nous-mêmes, soit c'est le prothésiste qui va choisir les moignons à partir d'un kit dans lequel nous trouvons des moignons en plastique, et les moignons peuvent se choisir en fonction de quoi? Respecter le couloir prothétique et faire en sorte évidemment qu'on puisse élaborer ultérieurement une prothèse fixée qui soit à la fois esthétique et fonctionnelle, donc qui réponde à tous ces critères qu'on a l'habitude d'utiliser lorsque nous faisons de la prothèse. Les piliers sont vissés en bouche, donc à partir du moment où le prothésiste, évidemment, il y a toutes les étapes d'enregistrement de l'occlusion, donc je ne voulais pas, j'en aurais parlé un tout petit peu plus vite, mais là aussi, quel que soit le type de prothèse, qu'il s'agisse ici de moignons ou qu'il s'agirait de dents naturelles, le principe de l'enregistrement de la dimension verticale est évidemment toujours le même. Essayage des armatures, et là aussi, on essaye toujours les armatures pour se rendre compte si tout va bien, en particulier au niveau de l'adaptation du joint. Essayage des armatures pour se rendre compte si tout est stable, si elles sont parfaitement rétentives. Et à partir du moment où l'essayage des armatures est validé, on peut passer à la prothèse définitive. Alors là, vous allez me dire que dans le secteur antérieur, c'est pas très joli. Cette patiente souhaitait absolument garder ses 2 dents. On a essayé de la dissuader, et comme on n'a pas réussi à la dissuader, on s'est dit que si jamais, plus tard, on arrivait effectivement dans une situation où cette dent devait être perdue, on pourrait toujours envisager l'implantation immédiate. Mais ce n'est pas très important, donc la patiente le savait, donc elle en avait été avertie, nous l'avions prévenue, qu'il y aurait un petit décalage au niveau des incisives,
mais dans la mesure où par la suite, et on le verra, cette patiente ne découvre pas, ce n'est pas pour elle quelque chose qui était très important. Ce qui était très important pour elle, c'est de pouvoir être réhabilitée avec une prothèse fixée, donc de pouvoir faire remplacer ses dents, et elle avait l'impression de se retrouver comme dans une situation de denture naturelle. L'esthétique, certes, est importante, la fonction ô combien. Sans fonction, nous ne pouvons rien faire et nous ne pouvons surtout pas fonctionner quand on fait de la prothèse. La fonction dans les secteurs latéraux, une fonction canine. Donc là aussi, on ne choisit pas un autre type de fonction occlusale que la même que dans une situation de denture naturelle. Donc une fonction canine. Et dans le secteur antérieur, un guide incisif, tout à fait les mêmes critères que dans une denture naturelle. Donc voilà la situation telle qu'elle se présentait quand la patiente est venue nous voir. Voilà la situation telle qu'elle se présentait avant. Elle avait plus de boue, c'est normal. Son palais a été complètement dégagé. Le sourire de la patiente qui effectivement ne découvre pas cette zone un tout petit peu décalée par rapport à la zone implantaire. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que j'ai répondu à ta demande?